Alain Prost, champion du monde de Formule 1, la France attendait le titre depuis 34 ans. Au Portugal, aucun parti n'obtiendra la majorité aux législatives anticipées. Le président tchadien Hissène Habré à Soir 3, pourquoi je veux négocier avec Kadhafi. Nouvelle page spéciale dans Soir 3, l'actualité française vue de l'étranger. Ce soir, la télévision japonaise. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cette fois, il a sa revanche. Alain Prost a d'ores et déjà remporté le titre de champion du monde des pilotes de Formule 1. Belle revanche aussi pour la France, même si Alain Prost a choisi de vivre en Suisse. Depuis 34 ans, une vingtaine de pilotes avaient essayé sans succès. C'est sur le circuit de Brands Hatch au Grand Prix d'Europe que Prost a conquis son titre. Michel Drey. Des sueurs froides pour Alain Prost dès le départ de ce Grand Prix d'Europe. Gêné par Rosberg, Prost tente de passer sur la gauche. Dans l'herbe, les roues patinent, il est doublé par une meute de concurrents, et notamment Michele Alboreto. Ayrton Senna a pris le commandement. On va d'ailleurs assister à une série d'incidents. Rosberg veut doubler Senna, tête à queue de la Williams, et c'est Nelson Piquet, alors en troisième position, qui est la principale victime, car Rosberg peut repartir. La Ferrari d'Alboreto est en feu. Le pilote italien voit s'envoler tout espoir de remporter le titre mondial. Alain Prost, très prudent, s'arrête à son stand pour changer de pneus. Il perd de précieuses secondes, mais à partir de ce moment, Prost effectue une superbe remontée. Il double ici Elio De Angelis et son coéquipier Watson, remplaçant de Lauda. Prost est cinquième, il a en poche les points qui lui assurent le titre mondial. Sur sa Williams, Nigel Mansell fait cavalier seul. Il est en tête depuis le 8e tour, devant Marc Surer. Mais malheureusement, le pilote suisse doit évacuer sa monoplace en flammes. Une grande première pour Nigel Mansell qui remporte sa première victoire en Grand Prix après 6 années de Formule 1. Deuxième Ayrton Senna, troisième Rosberg, quatrième Prost qui marque ainsi 3 points. Il reste 2 Grands Prix. Prost ne peut plus être rejoint. Mansell à gauche, premier succès. Prost à droite, premier titre mondial. Il reste en effet 2 grands prix à courir, en Afrique du Sud et en Australie. Prost veut sans doute une victoire complète car il a annoncé qu'il irait à Kyalami le 19 octobre. À 30 ans, il n'a qu'une idée en tête, gagner. Dominique Champeau nous fait son portrait. Je crois que ça devrait être mon année parce que j'ai acquis maintenant un maximum d'expérience. Je sais ce qu'il faut faire et ne pas faire pour arriver au titre de champion du monde. On a tous le droit à l'erreur pendant la saison, peut-être une fois ou deux. Il faut essayer d'en faire le moins possible et il faut rester concentré pendant toute la saison, ce qui n'est pas facile. Je crois que c'est ce que j'ai fait les 2 dernières années. J'ai manqué un petit peu de réussite l'année dernière. J'ai fait 1 ou 2 erreurs en 83. Et ben, je crois qu'en 85, ça devrait aller beaucoup mieux. Au cours de cette année 1985, Prost a pris place dans le Gotha des pilotes. Un cercle très fermé qui ne compte que 3 autres adhérents, Jackie Stewart, Jim Clark, Niki Lauda. Tous vainqueurs de 20 Grands Prix et plus, tous authentiques champions, car si l'on prête beaucoup à la puissance du moteur, on oublie parfois que le pilote est un athlète à sa manière. C'est pas vraiment un sport comme l'athlétisme où vraiment ce sont des qualités physiques en premier lieu qui sont demandées. Là, il y a des qualités physiques, des qualités mentales, et c'est un petit peu plus complet, je dirais, un petit peu moins physique sur le plan performance, mais il faut quand même être très très en forme. Et bon, entre 2 pilotes, on peut faire la différence uniquement sur le plan physique. Alors, rétrospectivement, on peut avoir quelques peurs, quelques chaleurs. On arrive à penser à l'accident ou même à la mort, mais à partir du moment où on est dans la voiture, on n'y pense plus. Donc c'est toujours après, quand il se passe quelque chose, quand il se passe un accident. Mais bon, c'est pas quelque chose qui me hante à l'heure actuelle. C'est pas quelque chose qui me fait peur. Si vous n'aviez pas été pilote de Formule 1, qu'est-ce que vous auriez aimé faire? J'aurais aimé être de toute façon un sportif professionnel. Mais dans quelle discipline? Ouais, ça aurait pu être footballeur, j'aurais aimé aussi être golfeur professionnel ou même tennisman professionnel. Un sport qui me plaît vraiment, et puis en plus on gagne beaucoup d'argent. Élections législatives anticipées sans illusion au Portugal, provoquées par l'éclatement de la coalition centre-gauche-centre-droit en juillet dernier. D'après les premiers résultats,
on va reproduire la même situation. Le Parti social-démocrate serait en tête, le Parti social-démocrate de centre-droit serait en tête autour de 30% de voix devant le Parti socialiste de Mario Suarez, qui lui serait autour de 20%, de 19 à 22. Je viens d'avoir l'information à l'instant. Et donc on retrouverait la même situation, c'est-à-dire pas de majorité, aucun parti n'aurait la majorité, d'où coalition, d'où instabilité. Et cela à un moment où le Portugal aurait besoin justement de la plus grande stabilité politique. Francine Raymond. Le 12 juin dernier, Mario Soares signait le traité d'adhésion du Portugal au marché commun. Le lendemain, la coalition gouvernementale volait un éclat. L'alliance des socialistes avec les sociodémocrates aurait pu fonctionner jusqu'aux élections présidentielles de 86 si le Parti social-démocrate n'avait effectué un sérieux virage à droite. Son nouveau leader, Aníbal Cavaco Silva, est parti en guerre ouverte contre les socialistes, les partenaires d'hier devenant les principaux adversaires du jour, les sociodémocrates rendant Mario Soares seul responsable de la politique d'austérité. Mario Soares reconnaît qu'il a imposé de durs sacrifices au pays, mais selon lui, il n'y avait pas d'autre moyen pour amortir les effets de la crise. L'ancien Premier ministre qui sera candidat au présidentiel de 86. Ces élections ne régleront rien parce que ni le Parti social-démocrate ni le Parti socialiste n'ont de chance d'obtenir la majorité absolue. Depuis la révolution des œillets, toutes les combinaisons possibles entre la droite et la gauche non communiste ont été tentées sans succès. Le PC portugais, lui, est toujours resté dans l'opposition. Seul inconnu du scrutin, le score que réalisera le parti du président Eanes, le parti rénovateur démocratique, dont le meilleur atout a été Manuela, la femme du président. Elle a mené campagne pour une nouvelle morale en politique. Le parti rénovateur démocratique pourrait bien devenir l'arbitre de la nouvelle coalition. Le 1er janvier, le Portugal entrera effectivement dans le marché commun, mais trop d'instabilité politique risque de décourager les investisseurs européens. L'Égypte tient à dédramatiser ce qui s'est passé hier soir dans le Sinaï. 7 touristes israéliens tués par 1 ou 2 soldats égyptiens, tir aveugle à la mitraillette dans la foule. L'Égypte défend la thèse du tireur fou, mais plusieurs témoins parlent de 2 tireurs. Chantal Bretz. Si les 4 enfants et les 3 adultes israéliens ont été abattus par 2 soldats égyptiens, il est bien évident que la thèse de la folie devient contestable. Et du même coup, l'incident peut être interprété comme révélateur de l'hostilité grandissante de l'opinion publique égyptienne vis-à-vis d'Israël. C'est justement ce que les dirigeants du Caire désirent éviter, eux qui se veulent les champions du dialogue avec les Israéliens. Et c'est ainsi qu'ils ne retiennent que la thèse de l'acte isolé d'un soldat devenu fou. La réaction du chargé d'affaires égyptien, Mohamed Bazouni, est à ce titre parfaitement claire. There is a difference between individual incident and international commitment. Un incident individuel ne peut être assimilé à un acte de portée internationale, a-t-il expliqué, et son caractère limité ne saurait affecter les progrès de la paix. L'armée syrienne est entrée ce matin dans la ville de Tripoli, au nord du Liban. C'est l'épilogue de 6 jours de combats très violents entre milices pro-syriennes et milices intégristes musulmanes. C'est pour empêcher cela que les intégristes ont enlevé 4 diplomates soviétiques et tué l'un d'entre eux. L'armée syrienne est entrée sans incident dans la ville et les milices intégristes ont été tout de suite désarmées. Des contacts ont lieu en ce moment entre le Tchad et la Libye par l'intermédiaire du roi du Maroc. Alors pourquoi le président tchadien veut-il négocier à tout prix avec le numéro 1 libyen Kadhafi alors que celui-ci n'a cessé de renforcer sa présence militaire au nord du Tchad depuis un an? Hissène Habré l'a expliqué hier soir à notre envoyé spécial au Tchad, Jean-Luc Mertens. En fait, la rencontre, l'intérêt de la rencontre, c'est que la Libye agresse le Tchad, la Libye occupe une grande partie du Tchad, et la Libye entretient l'instabilité dans ce pays, déstabilise le Tchad, divise les Tchadiens, et c'est cela que, à travers le dialogue, à travers le contact avec le colonel Kadhafi, nous essayons de résoudre. C'est ça le problème. Où en êtes-vous dans vos contacts? C'est imminent? C'est pour bientôt? C'est pour dans quelques semaines, dans quelques mois?
Dans quelques jours? Eh bien, nous en discutons. Je ne peux pas vous dire telle date, non. Le problème suit son chemin. Les contacts se développent. Et nous souhaitons que le processus aboutisse. Et je pense que c'est dans l'intérêt non seulement du Tchad, mais également de la Libye. L'humanité change de look. À partir de demain, le quotidien communiste sera plus petit et plus épais. Les rénovateurs de l'UMA ont un objectif, relancer le journal et lui trouver surtout de nouveaux lecteurs. Hubert Coudurier était dans les coulisses cet après-midi. Une modernité révolutionnaire, mais pas de modernisme racoleur. C'est en ces termes et par le biais d'une campagne de promotion branchée que l'UMA définit son nouveau look. Un format tabloïd qui s'accompagne de nouvelles rubriques sur l'économie, la médecine ou les nouvelles technologies. Mais aussi une série de portraits sans tomber, comme le précise la rédaction en chef, dans le star system de la société bourgeoise. Cette nouvelle formule suffira-t-elle à enrayer la chute de la diffusion tombée de 400 000 exemplaires à la Libération à près de 100 000 aujourd'hui? Certes, le mouvement est général dans la presse écrite française. Mais les journaux de parti et particulièrement la presse communiste ont été les plus touchés depuis 1945. De ce fait, les recettes publicitaires ont suivi le mouvement. La publicité représente 8% de notre chiffre d'affaires. Elle est de plus de 80% pour le Figaro et de 52% pour le Monde. C'est dire de quelle discrimination nous sommes frappés. Mais on dit que vous avez bénéficié de recettes assez larges de la part des entreprises nationalisées. C'est un mensonge absolu. Les publicités d'entreprises nationalisées et de ministères n'ont jamais été aussi discriminatoires à l'encontre de l'humanité qu'elles le sont aujourd'hui. Ou alors, qu'est-ce que vous faites là? La page de sport, le volleyball, c'est trop long. On n'a pas encore dans la tête les proportions, le nombre de lignes que représente ça, alors qu'avant on l'avait dans la tête. Vous êtes là depuis la fondation du quotidien, non? Pas tout à fait, ça fait 20... Depuis 1904. Non, 27 ans. 27 ans. À l'UMA, 3 ans au Petit Barois et à l'Avant-Garde. Est-ce que vous avez vu la nouvelle formule de l'humanité qui paraît demain? Vous allez l'acheter? Bah bien sûr. Ça vous intéresse? Je la prends tous les jours alors. On n'achète jamais l'humanité, nous. Si, Fabrice, il l'achète. Si mon grand frère, il l'achète. On est capitalistes. Non, c'est pas que je vais les capitalistes disant j'aime trop la liberté pour lire des mensonges pareils. C'est tout. Vous allez l'acheter? Ben, je ne sais pas du tout. Vous lisez l'humanité? Ah, je suis belge. Ah. Mise en vente demain, l'UMA Nouveau n'attend plus que le jugement des lecteurs. En sport ce dimanche, il n'y a pas seulement la victoire de Prost, il y a la déconfiture de l'équipe de France de tennis en Coupe Davis, battue par la Yougoslavie, et le prix de l'Arc de Triomphe, Michel Drey. Il y avait un espoir hier après le succès en double, mais le Yougoslave Zivozinovic n'a pas laissé la moindre chance à Yannick Noah, battu en 3-7, 6-4, 6-4, 6-4. Comme au cours de la première journée, Noah, très abattu, n'a rien pu faire. Pas de première balle, manque d'agressivité un jour sans. C'est la Yougoslavie qui conserve sa place dans le groupe mondial en Coupe Davis. Prix de l'Arc de Triomphe, en tête le grand favori de l'épreuve, Sagas à la corde. Il a pris l'avantage à l'entrée de la ligne droite. Monté par Éric Legris, Sagas repousse à 2 reprises les attaques de Rainbow Quest. Il conserve un léger avantage, mais après enquête, il est rétrogradé à la 2e place pour avoir gêné Rainbow Quest. Rainbow Quest gagne donc ce prix de l'Arc de Triomphe. 2e Sagas, 3e Kozana. Combinaison gagnante 1-6-12 rapporte pour 5 francs dans l'ordre 1188 francs 50 et dans un ordre différent grâce au bon conseil de M. Courtine 106 francs. Du sport encore, le Sud-Africain Nick Price, vainqueur du trophée Lancôme à Saint-Nom-la-Bretèche après un barrage, des amateurs apprécieront, contre le Britannique Mark James. L'espoir français Emmanuel Dussard a terminé 16e et on devrait reparler de lui, m'a dit Michel Drey. Jolie performance de notre équipe nationale de volleyball, 3e au championnat d'Europe, derrière l'URSS et la Tchécoslovaquie. Comme le rédacteur en chef de Soir 3, Christian Doriac, vous l'annonçait mercredi, notre journal s'enrichit de 2 pages spéciales chaque semaine. Mercredi, cinéma avec Henri Chapier et dimanche, l'actualité française vue de l'étranger avec Marc Mémon. Il s'agit de montrer ce que nos confrères de la presse étrangère ont retenu des événements de la semaine en France pour en informer leurs téléspectateurs. Ce soir, la télévision japonaise.
C'est le générique de NC9, l'édition de 21h du journal télévisé de la NHK, le nom de l'organisme qui regroupe les 2 chaînes de télévision publique japonaises. Près de 10 millions de téléspectateurs japonais regardent ce journal chaque soir. Il faut préciser que l'information, c'est le point fort de la NHK. Les sondages révèlent en effet que la NHK conserve largement l'avantage par rapport aux télévisions privées et commerciales qui sont nombreuses au Japon. La NHK est une énorme machine, 16 500 salariés, dont 1400 reporters. Elle compte 50 correspondants à l'étranger, implantés dans 21 bureaux. Bonsoir, vous êtes le responsable de la NHK pour l'Europe. Je voulais savoir combien vous avez de bureaux et combien de journalistes travaillent en Europe pour la NHK. En Europe, c'est 8 bureaux et le bureau général pour l'Europe, c'est à Paris. Donc Paris est un peu la capitale de l'Europe pour les Japonais. Oui, comme nous. Très bien, je voulais savoir combien de reportages sur la France vous réalisez en général, sont diffusés sur l'antenne japonaise et vus donc par les téléspectateurs japonais en moyenne chaque semaine. Sur la France, 5. 5 reportages chaque semaine. Alors cette semaine, par exemple, la grosse information en France, pour vous, qu'est-ce que ça a été? La semaine clé, c'est bien sûr la visite du secrétaire général du Parti communiste soviétique, M. Gorbatchev, et nous avons effectué 12 émissions par satellite de Paris à Tokyo. Et alors, qu'est-ce que vous avez retenu de cette visite de M. Gorbatchev à Paris? Quels sont les points forts? Qu'est-ce que le public et les téléspectateurs japonais auront retenu de cette visite? Oui, bien sûr, on s'intéresse beaucoup. C'est d'abord, comment dirais-je, le préparatif du sommet américain-soviétique. Et nous, c'est-à-dire les Japonais, s'intéressent surtout le problème des désarmements. Donc, je crois que nos téléspectateurs regardaient très bien, par exemple, la conférence de presse du président de la République française et du secrétaire général du parti. Comment ont été appréciées les propositions de M. Gorbatchev, justement? Comment vous les avez jugées? Oui, bien sûr, on peut dire toujours que c'est une sorte de propagande, mais de toute façon, c'est concret et c'était la première fois que le leader de l'Union soviétique a éclairé sa position. C'est très intéressant et on discute maintenant au Japon. Alors, Monsieur Aguino, quels sont les thèmes qui reviennent souvent dans les reportages réalisés par nos confrères japonais en France et que les téléspectateurs voient? Oui, c'est tout à fait comme les autres journaux japonais, des affaires politiques, économiques et sociales. Mais surtout, nous efforçons de s'intéresser, de concentrer à des affaires culturelles, parce que la France reste toujours pour nous le pays de la grande civilisation, grande tradition des beaux-arts. Il y a aussi un peu à ce que nous appelons ici le fait de société. D'ailleurs, vous avez réalisé un reportage sur le troisième âge. C'est justement ce que nous allons voir maintenant. C'est un reportage qui a été fait par le bureau de la NHK à Paris sur le troisième âge. Et diffusé cette semaine. Tout récemment, diffusé à l'antenne au Japon. Comme dans tous les pays d'Europe occidentale, la population française vieillit, mais ce phénomène est moins sensible qu'au Japon. Alors que le nombre de retraités encore alertes augmente, une question se pose pour eux: comment vivre cette seconde vie? Beaucoup de personnes âgées refusant une retraite trop calme se montrent actifs en fonction de leurs moyens et de leur propre aspiration. Je voudrais vous présenter donc certaines personnes qui vivent cette seconde vie à la française. Ces gens bien gais devant le siège de l'UNESCO à Paris sont des coureurs qui ont traversé l'Europe en bicyclette. 12 personnes âgées, le vétéran a 76 ans. Il s'agissait d'une compétition ouverte aux gens de plus de 60 ans. Pendant 43 jours, ils auront parcouru 3000 km, l'équivalent en distance, la longueur de l'archipel nippon du nord au sud. Oui, vous savez, il y a un vieux proverbe français qui dit « Si la jeunesse savait, si la vieillesse pouvait ».
eh bien je crois qu'au moins pendant quelques années, au début de la retraite, on est dans une situation privilégiée, on sait certaines choses du moins, et on peut encore. Au départ de Paris, un objectif, les côtes de la mer Noire. En France, 18% de la population est composée de personnes âgées de plus de 60 ans, parmi lesquelles le taux des personnes inactives, des personnes sans travail, qu'on le veuille ou pas, augmente. Chercher une raison de vivre, pour eux, est donc une question très très sérieuse. Au sein de Agir, organisation des retraités bénévoles fondée il y a 2 ans, la discussion est vive à propos des moyens de l'aide à donner aux pays en voie de développement dans le monde. Le but de cette organisation est d'offrir des aides à ces pays, faisant valoir la connaissance et l'expérience que les retraités ont acquis jusqu'ici. Tous, bien entendu, sont bénévoles. Cette organisation est constituée de 800 membres dont les spécialités sont très diverses car tous sont issus de différents domaines. Ils partent en Afrique ou en Asie et y séjournent pour conseiller les orientations techniques. Cette femme, retraitée, ancienne expert comptable à EDF, est restée au Sénégal pendant 9 mois avec son mari, spécialiste de l'agriculture, et ils y ont donné des conseils pour la construction d'une école et aussi pour l'amélioration de l'espace cultivable. Tous ces membres vivent des jours riches et bien remplis, donnant une raison d'être à leurs vieux jours. Cette attitude est digne de la France, où ce genre d'entraide semble traditionnel. J'ai été étonné de voir bon nombre de personnes âgées parmi les jeunes étudiants de la Sorbonne où je suis allé à l'occasion d'autres tournages. Ils ne sont pas auditeurs libres, mais des étudiants réguliers inscrits après leur retraite en maîtrise, voire en doctorat. Cela n'est pas possible au Japon, le système d'éducation étant chez nous très différent. Un exemple, Madame Ivanov, elle est âgée de 66 ans, elle travaillait pour la rédaction d'une revue jusqu'à sa retraite. Mais après le décès de son mari, quelques années auparavant, elle s'était inscrite à la Sorbonne pour remplir le vide. Et à présent, elle suit les cours de doctorat en langue espagnole. Avec d'autres collègues retraités, sa vie d'étudiante, après tant d'années, est merveilleusement riche. C'est une façon de se renouveler. Peut-être pour certains était-ce une façon pour eux de combler des manques dans leurs connaissances. Moi, c'était vraiment l'envie d'acquérir quelque chose de nouveau, de voir d'autres horizons. Et puis, je voulais faire quelque chose qui me plaisait, pour moi toute seule. Enfin. Actuellement, il y a 50 000 étudiants âgés dans les universités françaises, 50 000 étudiants apparemment très assidus que certains jeunes critiquent parfois. Mais en règle générale, leur attitude, l'attitude des jeunes à leur égard est très très bonne. Et ainsi, jeunes et vieux co-étudient en bonne entente dans les universités. Alors, Hiromi Agino, pourquoi vous êtes intéressé à ce thème ? Eh bien, on est de plus en plus conscient du problème de personnes âgées au Japon, d'ailleurs comme en France. Le problème est identique. Et qu'est-ce qui vous a passionné ou intéressé dans l'expérience française? Oui, il y a plusieurs raisons. C'est qu'au Japon, les Japonais s'attachent un peu trop à leur métier et les Japonaises s'attachent au ménage, à l'éducation des enfants, etc. Donc, après la retraite, on ne sait de quoi vivre. Donc, c'est un des modèles, n'est-ce pas, la vie des personnes âgées français. Alors la semaine prochaine, qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce qui va de la France? Qu'est-ce que vous allez montrer à la télévision japonaise? Est-ce que vous avez déjà une idée, en dehors de l'actualité chaude qui risque de survenir, éventuellement? Vous savez, non, c'est que les informations, c'est un peu comme, comment dirais-je, c'est pas absolu. Donc, la semaine dernière, c'était M. Gorbatchev, et nous avons déjà fait, nous poursuivons toujours l'affaire de Greenpeace, etc. Et on trouvera quelque chose de très intéressant. Par exemple, là, il y aura des manifestations artistiques en France. Et si nous trouvons bon sujet, alors, bien sûr,
Vous avez beaucoup de travail pour la semaine qui vient. Oui. Hiromi Agino, merci. Alors, il est un sujet que vous avez traité à la télévision japonaise, c'est l'exposition Picasso. Une exposition, c'est plus exactement l'inauguration du musée Picasso. Et depuis une semaine, ce musée ne désemplit pas. Plus de 500 peintures et sculptures, 3000 dessins et estampes. Véronique Bonnet est allée regarder de plus près les raisons de ce succès. L'hôtel Salé dans le Marais, ainsi dénommé parce que son constructeur et premier propriétaire, Pierre Aubert, percepteur sous Mazarin, était chargé de récolter l'impôt sur le sel. Entraîné dans la chute de Fouquet et ruiné, il n'habita ce magnifique hôtel que 3 ans. Dès lors, et pendant 3 siècles, celui-ci se promena de main en main avant de devenir la maison, le musée de Pablo Picasso. Il aura fallu 10 ans depuis la première impulsion de Michel Guy en 1975 pour restaurer et aménager ce musée dont toutes les structures d'origine ont été conservées. Picasso, l'artiste le plus novateur de son époque, n'aimait que les demeures anciennes. Et cet endroit lui correspond bien, avec son ampleur et sa magnificence, mais aussi avec ses recoins propices aux amoncellements dont il aimait s'entourer. Ah, parfait, c'est parfait. La bonne peinture va bien de toute façon un peu partout et surtout dans un cadre pareil. Quelle est votre période préférée, si vous en avez une? Le cubiste et la période des années 20, 22, les grosses femmes, les femmes sur la plage, ça, j'ai adoré ça. Enfin, tout, mais peut-être, si je préfère, c'est peut-être ces grands tableaux, les 3 femmes à la fontaine. Ça sont des tableaux assez rares, parce que les Américains en ont beaucoup, et nous, on en avait très peu. Oui, c'est très bien de pouvoir les voir, si on ne peut pas aller en Amérique. Toutes les périodes sont présentes dans cette dation des Picasso de Picasso. Plus de 500 œuvres, peintures, sculptures, bas-reliefs et céramiques. Les années de jeunesse, la période bleue avec cet autoportrait de 1901. La période rose qui annonce les Demoiselles d'Avignon. Ces 2 époques encore très classiques sont d'ailleurs les favorites du grand public. Le cubisme avec des toiles qui n'ont jamais quitté l'atelier du peintre. Puis le gros morceau, peut-être la moitié de la donation, qui couvre la guerre et l'après-guerre. Ce qui est très intéressant, c'est la situation de la collection personnelle de Picasso, d'œuvres de ses amis ou de peintres qu'il aimait beaucoup, à l'intérieur de sa propre démarche. Et ça, je trouve que tous les musées devraient s'inspirer de ce type de démonstration. En dehors de ça, je vous dis qu'on est extrêmement ému et par le contenu et par le contenant de ce musée qui était étonnant. L'accrochage de Dominique Bozzo, le conservateur, et l'architecture de Roland Simonet, qui mêlent les objets aux œuvres, ont su préserver le caractère à la fois intime et grandiose de ce lieu. Un lieu qui, depuis 300 ans, attendait son maître. Le temps demain pour terminer, sur la moitié nord des nuages dès le matin avec de petites pluies. L'après-midi, ce temps touchera aussi les Charentes et l'Aquitaine. Voilà bien longtemps qu'on n'avait pas vu des petits nuages pluvieux comme ça au-dessus de la France. Ailleurs, beau temps toute la journée. Les températures seront plutôt un peu plus fraîches qu'aujourd'hui. Demain soir, vous avez rendez-vous à 22h35 avec Jean-Jacques Perrault. Tout de suite, après ce journal au cinéma de minuit, La vie privée d'Elisabeth Dessex, la Reine Vierge jouée par Bette Davis. Avant de vous quitter, le rappel des titres de ce journal à la semaine prochaine et à dimanche prochain, Marc, pour une nouvelle page spéciale. Tout à fait, la semaine prochaine. Avec une autre télévision. Bonsoir. Alain Prost, champion du monde de Formule 1, la France attendait le titre depuis 34 ans. Au Portugal, aucun parti n'obtiendra la majorité aux élections législatives anticipées. Le président tchadien Hissène Habré à Soir 3, je veux négocier avec Kadhafi, c'est mon seul interlocuteur possible.